We are on. Welcome everyone to the Africa Dialogue on COVID-19 and the future of social. Bonjour à tous. Vous êtes de bienvenue dans cette conversation sur le Covid et l'avenir. Je m'appelle Simon, je suis de Zimbabwe et je représente aussi la SADC dans la plateforme de la protection sociale. La structure de webinaire, ce dialogue, c'est que dans notre première séance, nous avons entendu comment est-ce que les différents groupes ont été affectés et comment ils ont pu donc s'adapter aux différentes réalités de COVID-19. Et dans la deuxième session, la semaine passée, nous avons suivi de l'Organisation mondiale du travail, l'Organisation mondiale du travail, le gouvernement du Kenya et du Nigeria et de l'importance cruciale de la protection sociale. Mais nous connaissons aussi qu'il y a encore assez d'espace pour la croissance. Aujourd'hui, nous allons partager sur la vision ou les visions des différents espaces et dévouement pour élargir la protection sociale après qu'on est sorti de la réalité de la crise de COVID-19. Et dans tout ça, nous avons 5 pays qui participent. Le Ghana, le Maroc, Malawi, en train de faire la présentation en attendant Burkina Faso et Ghana vont participer dans la séance de questions et réponses. La Commission de l'Union africaine ainsi que la Commission de l'Afrique de l'Est ainsi que des organisations de la société civile nationale et internationale, intercontinentale et même internationale vont participer dans ces partages sans prendre beaucoup de votre temps. Mesdames et messieurs, parce que ça ne serait pas possible de présenter chaque participant avant leur présentation, je vais juste mentionner leur nom dans l'ordre des présentations. Nous commencerons par M. Ounab Diop, qui travaille avec l'Union africaine. Il fera la présentation sur le cadre et stratégie de la protection sociale en baptisant bien sûr les perspectives d'avenir et aussi comment élargir l'expansion, comment faire l'expansion de la protection sociale. À vous la parole, M. Diop. Thank you, Mr. Nango, moderator. And, merci, monsieur le modérateur. Oui, je suis maintenant le coordinateur de QA IMLO sur un travail conjoint de l'intégration. Je travaille aussi sur le portefeuille de l'espace de développement. Je veux donc faire ma présentation, Madame Karine. Comme ça, je peux commencer. Karine, aidez s'il vous plaît. Allô, Madame Karine. Hello, Karine. The projection is available. Allô, Madame Karine, est-ce que vous êtes là? Allô, Madame Karine. Lauriane, est-ce que Karine est là ou pas? Okay, so just let me start now to make the presentation. I will talk about vulnerability. Oui, je vais partager sur les vulnérabilités. Et puis, je vais parler sur les protocoles, les stratégies de réponse de l'UA par rapport à la pratique. Et aussi, je vais parler sur l'impact de COVID-19 dans la protection sociale et comment est-ce que la QIA est en train de gérer cette situation. Par rapport à la vulnérabilité, l'UA
Bien sûr, nous connaissons qu'il y a des populations vulnérables dans le continent africain. Ici, chez vous, à l'UA, nous essayons de voir les approches appropriées sous la traitance de l'inégalité en termes de revenus, accès aux services sociaux et aussi des espaces de services sociaux. Donc, des espaces sociaux. Et alors, l'UA est en train de prendre ça en charge en termes de cadre et politique, et comme les enfants, l'emploi, les travailleurs, la jeunesse, le marché, et aussi considérer la vulnérabilité des travailleurs ou des fonctionnaires, surtout dans les secteurs inférieurs. Nous avons aussi les personnes vivant avec handicap. Nous avons aussi ces personnes autour de nous. Alors maintenant, comment est-ce que ça marche en termes de politique, cadre de politique pour prendre soin de cette catégorie des personnes vulnérables et aussi répondre à cette situation. Nous avons aussi les aspirations, l'aspiration 1 de 2016 et puis l'agenda de l'année 2063, n'est-ce pas? Et bien sûr, avec ça, la partie 1, c'est la promotion du bien-être des citoyens africains. Ici, on a affaire avec les objectifs, les buts qui sont mis en termes de sécurité sociale, couverture de protection sociale, et aussi inclure les travailleurs dans cette réalité, dans le secteur. Alors, l'opération 1, là, on a parlé plus de sécurité sociale et la protection sécuritaire en Afrique avec des différentes aspirations. Maintenant, nous venons de développer donc l'agenda social 2063 qui est la combinaison, bien sûr, de ce cadre related targets of the Agenda 2063. So this is the master plan, I should say, the blueprint for Africa in terms of promoting social protection in Africa. I mean, the Social Agenda 2063. And we have the charter for the children. I mentioned the category of persons. For the children, we have the charter on the right and welfare of the children. And legal instruments, which is implemented by the committee of the African experts on the right and welfare of the children. And it has several et surtout le droit des enfants, avec beaucoup d'espace. Ici, on parle bien sûr des droits enfantins, leur promotion et protection en Afrique. Il y a dans le domaine de l'éducation, la santé, ça peut aussi être pouvoir l'espace pour l'éducation des enfants. Il y a aussi dans le système, il y a question de plan d'action, la mise en œuvre, l'éradication de la pauvreté. Et avec ça, on a 6 critères. Et parmi ces 6 critères, il y a la protection sociale et les productivités. Nous avons aussi le plan de la protection sociale pour les travailleurs dans les lieux ruraux. Il y a ces questions de faciliter les travaux pour la protection. En Afrique, généralement, c'est entre 10 à 15% des travailleurs qui sont couverts avec des systèmes sociaux de protection. Ça, ce sont des systèmes qu'il nous faut corriger en Afrique. Nous avons des protocoles de déplacement des personnes et aussi des travailleurs immigrants. En Afrique, on peut voir la situation des immigrants qui font les travaux informels en Afrique.
Il y a aussi les personnes vivant avec les personnes vivant avec handicap. Nous avons ces protocoles et nous utilisons les mêmes protocoles, n'est-ce pas, pour pousser de l'avant donc la sécurité sociale. Ceci a été adopté par le ministère du Travail en Abidjan l'année 2019, le mois de décembre, et l'intégration, c'était l'espace suivante. Ça serait donc la conférence des ministres de l'affaires juridiques. Donc, après quoi, on va attendre l'adoption. Parlons maintenant des effets de COVID-19. Les effets du COVID-19, c'est ce qu'on appelle la réponse compréhensive et l'impact de COVID-19 dans l'espace socio-économique et environnemental en tant que structure. Et c'était en octobre 2021 qu'on a discuté là-dessus. Juste vous donner la structure de ce travail. Nous avons les analyses des cas transfrontaliers. La famille, par exemple, c'est très important. Souvent, nous avons la famille comme l'espace de protection sociale. C'est très important de dire que la famille a une importance pour la société, pour la protection sociale. Des fois, cela est négligé. Ça fait partie donc de piliers de ce qui a été développé vers l'année 2063. Et la structure de chaque pilier, par exemple, nous avons la vision. Nous voulons faire des choses selon ce pilier. Le défi, c'est avec la famille, les familles en Afrique. Avec COVID-19, on a donc vu des différents défis. Alors, il est question donc de voir l'impact de COVID-19 dans les familles en Afrique et développer donc les indicateurs pour chaque pilier. Nous avons aussi notre espace où on va parler sur les familles. Et ça, c'est pour chaque pilier. Nous allons définir les différentes actions. Nous avons aussi défini les actions à moyen et à long terme. Nous allons aussi parler sur les travaux des domaines transfrontaliers. Nous allons aussi définir les acteurs majeurs dans le domaine de la mise en œuvre de ces actions à court, moyen et à long terme. Et finalement, on va parler donc de crimes organisés et leur menace dans la famille et même comment est-ce que nous pouvons les réduire. Je sais que je n'avais que 10 minutes. Il y a le financement de cet aspect, ce qui est une bonne préoccupation des ministères de la Finance. Entre 2010 entre 10 à 25% de travail, donc doit aller vers cela. Il y a question aussi d'équité et de politique. Cela indique que c'est vraiment important pour le ministère de la Finance pour aller de l'avant, rassurer qu'il y ait donc les financements durables pour vers la politique de la gestion des catastrophes. Et comment aussi trouver des solutions et résolutions. Alors, avec la politique fiscale et la participation sociale comme moyen de la réduction de la pauvreté et développer donc la croissance, c'est quelque chose d'important. Ça nous donne bien sûr de l'appui pour que nous puissions améliorer les financements. Et puis, il y a aussi question de dévouement.
pour avoir et développer les parties prenantes au niveau national et international pour développer des stratégies politiques et incorporer la protection sociale. Parce que les 10 premières années, donc, ça fait partie de nos travaux vers la réalisation des grands projets de l'année 2063. For social protection floors and social security, undertake to increase the mobilization of effective domestic resources. Alors, il y a aussi la question de l'approche de différentes personnes qui vont bénéficier pour augmenter la mobilisation, la mobilisation de ressources pour le financement et aussi les réformes appropriées. Mr. Diop, for that presentation. We did try to keep to the time limit. As a result of this pressure on time, I'm not going to spend time trying to summarize what you said, lest it dilutes everything and most important, takes away the time. I'm now going to go straight to the roundtable presentations by governments, as well as CSOs and intergovernmental organizations like the East African Community. So I have the honor to invite Dr. Rita Owusu Amankwa, the Ministry of Gender, Children and Social Protection in Ghana. Madam, if you could proceed, please. D'accord. Madam Amankwa. Hello. Is Madam Amankwa online? Est-ce que le secrétariat est là? Hello. Allô? They're saying that she's not online. Ils disent qu'elle n'est pas en ligne. OK, elle n'est pas en ligne. OK, OK. Alors, continuons avec la présentation suivante. Madame Naïma Roche, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Chargée de protection bilatérale en Morocco. Madame, à vous la parole. Merci, monsieur le modérateur. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez, monsieur le modérateur? Oui, on vous entend. OK. OK. Sorry. Donc, je me présente. Okay. Je suis Naïma Roche, chef service des conventions bilatérales de protection sociale au ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle au Maroc. C'est un grand honneur pour moi de partager avec vous et d'échanger avec vous dans ce webinaire dédié à la protection sociale et aux efforts faits pour lutter contre les impacts du Covid. Donc, à cet effet, donc, je veux bien partager avec vous une présentation à ce sujet.
Please, Donc, je crois, j'ai pu partager. C'est bon? Oui. Oui. Donc, dans ma présentation, j'essaierai de passer en revue 3 grands axes. Un premier axe, c'est relatif aux références nationales et internationales sur le sujet de l'extension de la sécurité sociale, de la protection sociale au Maroc et le droit de tous les citoyens à une protection sociale. Après, dans un deuxième temps, j'essaierai de faire passer un petit peu les efforts faits pour la généralisation de la protection au Maroc. Après, pour l'accélération de cette généralisation après les impacts du Covid. Et enfin, j'essaierai de passer en revue les actions liées à la pandémie Covid au Maroc. Donc, pour les références nationales, donc la première référence, ce sont les orientations royales contenues dans le dernier discours royal du trône et aussi dans le discours adressé par le souverain à l'occasion de l'ouverture de l'année législative d'octobre 2019. Donc, ces orientations constituent une feuille de route et aussi un calendrier pour la généralisation de la couverture de la protection sociale au Maroc. Donc, aussi, la Constitution de Maroc, en plus de l'égalité entre hommes et femmes, il prévoit le droit aux citoyens aux soins de santé et à la protection sociale. Ce sont les articles 19 et 31, notamment, qui prévoient ces dispositions. Aussi, le programme gouvernemental a prévu l'extension de la sécurité sociale et aussi l'amélioration de la couverture déjà faite au Maroc. Donc, pour les références internationales, donc, je citerai la Convention 102 de l'OIT sur les normes minimum que le Maroc a ratifié en 2019, la recommandation 202 sur le secteur de protection sociale et aussi le programme de développement durable, notamment le premier objectif qui est relatif à l'élimination de la pauvreté à toutes les formes de discrimination partout dans le monde, notamment le premier point, 1.3, concernant la protection sociale. Et aussi, je citerai la déclaration du centenaire de l'OIT pour l'avenir du travail qui prévoit aussi une extension durable de la protection sociale et inclusive pour l'avenir du travail. Donc, après, je donnerai un aperçu sur la protection sociale au Maroc. C'est les différents régimes qui concernent premièrement les salariés et aussi une progressivité pour couvrir les travailleurs non salariés, structurés bien sûr, et aussi le secteur informel. Donc, je passerai ici un petit peu les réformes entreprises qui concernent l'instauration d'une indemnité pour perte d'emploi en 2014, la refonte des textes d'accident de travail en 2015, un petit peu l'élargissement du panier de soins pour les salariés du secteur privé pour intégrer le dentaire, les soins dentaires en 2015, l'extension de la couverture maladie aux étudiants en 2015-2016 et aussi la refonte de la publication des lois. Donc, il s'agit ici de la catégorie des travailleurs non salariés. Donc, une publication des lois qui est relative à la retraite et aussi à la maladie en 2017 et 2019. Et aussi la couverture sociale des travailleurs domestiques qui a été prévue après la publication du décret en 2019 et qui est devenue obligatoire à partir de 2020. Je citerai aussi l'augmentation des allocations familiales à partir de 2019. Donc, la dernière augmentation, donc en 2019, et ça concerne le secteur privé, les salariés du secteur privé. Ici, donc, c'est un circulaire de chef de gouvernement qui a été publié le 30 mars 2020. Il instaure 2 comités, un comité de pilotage qui pour les politiques, pour l'instauration des politiques intégrées, pour l'extension de la couverture médicale et pour un ciblage, une équité et aussi l'amélioration des qualités de service et aussi une communication interministérielle et aussi l'instauration d'un comité technique interministériel qui prépare un petit peu les études techniques en préparation à la réunion du comité de pilotage. Tout ceci pour avoir une approche unifiée
de suivi et d'évaluation de l'extension de la protection sociale au niveau national. Donc, à cet effet, il y a trois commissions thématiques qui ont été instaurées. Il y a une commission pour la gouvernance et la convergence des programmes sociaux, une commission pour la couverture médicale de base, une commission pour l'assistance sociale et une commission très importante pour l'approche de ciblage. Donc aussi, on a assisté en 2018 aux premières assises sur la protection sociale au Maroc. C'était une occasion pour un petit peu la discussion, la concertation de tous les acteurs économiques et sociaux, les administrations, de tous les parties concernées sur ce sujet. Donc, il a permis de mettre en place une feuille de route pour la réforme de la protection sociale au Maroc. Et ici, je passe à la deuxième partie. Donc, pour la généralisation, j'ai essayé de faire ici un schéma un petit peu qui donne un aperçu sur les travailleurs, la population active au Maroc. Donc, pour la population active occupée et les divisions pour les travailleurs salariés dont la couverture il est déjà instaurée, et il y a à peu près de 80%, et la couverture des travailleurs non salariés pour le moment. Donc, c'est une couverture qu'on vient de mettre en œuvre. Donc, et qu'on va bientôt accélérer après le Covid. Donc, c'est une accélération de cette couverture pour couvrir toutes ces catégories. Donc, qu'on verra après les autres diapos. Donc, ici, ce sont les données de 2019 et aussi les données de 2020. Donc, pour le secteur les salariés du secteur privé, c'est une couverture sociale qui date bien sûr des années 50. La couverture, le taux de couverture a connu un accroissement très important et le nombre de salariés déclarés, il atteint 3,54 millions, donc avec un taux de couverture d'environ 80% de la population des salariés privés. Pour les actions entreprises pour la généralisation de cette population des salariés privés, on a amélioré les procédures de coordination dans le domaine de l'inspection et contrôle. On a fait un recoupement, les institutions concernées, ils font un recoupement des informations avec les établissements privés et les différentes administrations, notamment avec la direction des impôts. Donc, pour essayer de lutter contre la fraude ou bien la sous-déclaration ou bien la non-déclaration des salariés du secteur privé. On note aussi le renforcement de l'arsenal juridique, donc un projet de révision des textes pour renforcer cet arsenal est en cours de préparation. Il y a aussi la généralisation des représentations de la CNSS, qui est l'organisme gestionnaire de la protection sociale des salariés du secteur privé. Donc, une représentation sur le territoire national de cette institution qui permet une proximité aux établissements privés. Ici, on a une ouverture des kiosques de proximité aux établissements privés lointains. Aussi, on a commencé le travail des agences mobiles, surtout au niveau rural. Je cite finalement la modernisation des outils du travail avec une télédéclaration et un télépaiement pour la CNSS et aussi une plateforme avec le Covid. On a vraiment, la caisse a été experte dans les plateformes pour la déclaration et pour un petit peu le contact avec les assurés par les plateformes. Et finalement, je cite la simplification des procédures d'affiliation et d'immatriculation. Cette simplification des procédures, non pas pour la CNSS, c'est au niveau national. Donc, il y a une loi qui simplifie les procédures, c'est-à-dire en faveur des citoyens. Pour les travailleurs domestiques, donc j'ai dit que la mise en œuvre de la couverture concerne cette catégorie a été mise en 2019. Actuellement, on est un effectif de 3270 travailleurs domestiques qui sont déclarés à la CNSS. Pour les travailleurs non salariés, donc cette population, il représente à peu près 40% de la population active. Donc, les concertations continues avec la représentation des catégories professionnelles sont en cours. Donc, et aussi, on a mis en œuvre
le cadre législatif et réglementation pour garantir une assurance maladie obligatoire et une retraite pour ces catégories. Donc, à l'instant, les catégories professionnelles couvertes, ce sont les sages-femmes, les kinésithérapeutes, les huissiers de justice, les guides touristiques, les architectes, les transcripteurs, traducteurs, et tous les décrets spécifiques à ces catégories ont été publiés au BO. Donc, une mise en œuvre effective de la couverture de ces catégories, donc, il est faite. Donc, le processus de généralisation à toutes les catégories se poursuit à un rythme très accéléré afin de pouvoir respecter le calendrier prévu par la loi 4, que je citerai après, sur la protection sociale, notamment la généralisation effective de la couverture médicale de base à tous les citoyens en 2022. Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre de la génération de l'assurance maladie obligatoire au profit des travailleurs non salariés, 3 conventions cadres ont été signées le 14 avril 2021. Il s'agit d'une convention au profit des commerçants, des artisans, des professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique, au régime d'entrepreneur, au régime de comptabilité qui concerne à peu près 800 000 adhérents. Pour cette contribution professionnelle unique, elle a été prévue par la loi de finances 2020. Il s'agit d'une contribution qui sera dédiée à la direction générale des finances. En plus de la taxe dédiée, il y a une contribution pour la couverture médicale de base qui sera après transférée à la caisse correspondante. La deuxième convention, elle concerne aussi les artisans et les professionnels de l'artisanat, c'est à peu près 500 000 adhérents. Et la troisième convention, c'est au profit des agriculteurs, c'est environ de 1,6 million d'adhérents. Pour la loi cadre, donc c'est une loi cadre qui donne un petit peu les grandes lignes, le calendrier de cette protection sociale dans les 5 années à venir. Donc c'est un cadre de référence. Donc, il prévoit une généralisation de l'assurance maladie obligatoire durant les années 2021 et 2022, une génération des allocations familiales durant les années 2023 et 2024, et enfin, un élargissement des adhérents au régime de retraite et de l'indemnité pour perte d'emploi en 2025. Pour le problème du financement, donc, la gestion des programmes prévus par la loi cadre d'horizon 2021 nécessiterait d'allouer un montant annuel total de 51 milliards de dirhams. Ce sont des estimations du ministère de l'économie et des finances. Donc, pour cela, il est prévu 2 piliers. Bien sûr, un pilier contributif qui concerne les personnes ayant la capacité de participer au financement de la couverture. Donc, une estimation de 28 milliards de dirhams pour ce pilier contributif, et un pilier de solidarité nationale estimé à 23 milliards et qui concerne les personnes qui n'ont pas la capacité de participer au financement. Donc, pour synthétiser un petit peu le schéma, donc c'est 51 milliards de dirhams, il sera réparti à 14 milliards pour la généralisation de l'AMO, donc c'est en 2021-22, 20 milliards pour les allocations familiales, 16 milliards pour le régime de retraite et 1 milliard pour l'indemnité pour perte d'emploi. Pour les futures réformes d'après cette loi cadre, bien sûr, il y aura de la modification des textes législatifs et réglementaires pour les adapter à la loi cadre. Il y a l'élaboration de nouveaux textes pour la couverture de toutes les catégories professionnelles. Et il y a aussi des réformes structurelles qui concernent notamment la mise à niveau du système de santé pour aller en parallèle avec cette extension de l'assurance maladie obligatoire à tous les citoyens marocains. Il y a la réforme du système de compensation pour l'amélioration du ciblage des catégories éligibles. Et en parallèle, il y a une pérennisation de registre du social unifié. C'est aussi pour le ciblage. Donc, c'est aussi c'est un cadre, c'est un ciblage au niveau national et au niveau des collectivités, au niveau territorial, des unités territoriales. Il y a aussi le développement des modes de gouvernance. Donc, c'est aussi prévu par la loi cadre. Il y a l'instauration des mécanismes de pilotage visant en particulier à l'exécution de la réforme, la coordination des intervenants et des différentes parties concernées, et aussi la création d'une instance unifiée de coordination et de supervision des systèmes de protection sociale. Pour les actions
qui ont été mises en place pour la crise Covid. Je cite la création d'un fonds spécial pour la pandémie. C'est la première action qui a été faite, et aussi la mise en place d'un comité de veille pour un petit peu identifier les mesures d'accompagnement de la pandémie. Les objectifs, c'est prendre les mesures adéquates, l'assistance, le soutien, le suivi de l'évolution et à la résilience. Donc, les actions en faveur des salariés, c'est l'octroi d'une indemnité forfaitaire et aussi le bénéfice, la continuité des bénéfices des prestations relatives à l'assurance maladie, aux allocations familiales, et aussi pour les travailleurs du secteur informel et la population vulnérable, il y avait un soutien aux ménages qui était bien sûr issu du fonds du CODIV. Donc, ça a concerné 5,5 millions de personnes et a coûté à peu près 16 milliards de dirhams. Pour les employeurs, donc, il y a une suspension des charges sociales, des paiements de charges sociales. Il y a aussi une mise en place d'un moratoire pour le remboursement des crédits bancaires. Il y a le report des déclarations de revenus et le paiement des droits y afférents. Et aussi, il y a des soutiens qui ont été mis auprès de la caisse de centrale de garantie qui a concerné que ce soit les entreprises ou bien les auto-entrepreneurs. Donc, Yes. oui, il y a aussi un soutien, il y a aussi des signatures de contrats programmes pour des secteurs, donc pour permettre aux salariés d'avoir, en plus de l'indemnité forfaitaire, des allocations familiales et continuer à rester au régime de l'assurance maladie obligatoire. Il s'agit de 8 contrats programmes, ça concernait le tourisme, la restauration, les traiteurs d'éventuels, les parcs et jeux et attractions, la presse, l'industrie culturelle et créative, les salles de sport et les salles de sport privées et les crèches. Donc, cet appui a été prolongé jusqu'au 30 juin 2021. Donc, en conclusion, cette crise cette crise Covid a permis de mettre en relief les liens qui unissent non seulement les Marocains, mais aussi le Maroc avec ses pays frères africains. Toutefois, il a permis de mettre en évidence un certain nombre d'insuffisances qui sont surtout liées au domaine social, comme la dépendance, certains secteurs aux alliés extérieurs, la taille du secteur informel, la faiblesse des réseaux de protection sociale, notamment à l'égard des franges populations en situation de grande précarité. Mais cette crise nous a permis de développer davantage une plateforme pour la gestion des aides, l'accélération de la numérisation de l'administration et la numérisation des services, et aussi l'amélioration de la gouvernance des programmes d'assistance sociale et développement de moyens de ciblage aux bénéficiaires de cette assistance de manière rationnelle, et en plus de l'accélération de la mise en place d'une couverture sociale universelle. Je vous remercie. Oh, okay, thank you very much, Madame Mirouche. Sure. Then we now have to get to the next speaker. Nous avons maintenant l'orateur suivant, Dr Rita. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là, Madame Dr Rita? Dr Amankwa, est-ce que vous êtes là? Apparemment non. Alors, est-ce que nous pouvons continuer? Madame Préa, économiste dans le ministère de la Santé et Population à Malawi. Madame, à vous la parole. Veuillez faire votre présentation et aussi essayer donc de garder les temps de 5 minutes qui vous est alloué. Merci beaucoup. Madame Préa.
Allô, Madame Tuer. Can anyone hear anything? Est-ce que quelqu'un l'entend? Madame Tuer, est-ce qu'elle est là? J'espère, Oh, she's not je on. pense qu'elle n'est pas en ligne. Oh, elle n'est pas en ligne. Est-ce qu'on peut continuer avec la présentation suivante? Thank you. In that case, let's proceed. Alors, dans ces cas, continuons. Monsieur Maurice Taïeba, coordinateur de la jeunesse et les enfants dans le commission de l'Afrique, dans le secrétariat de la commission de l'Afrique de l'Est. Monsieur Taïeba, à vous la parole. Bon après-midi. Je m'appelle Maurice Taïeba. Monsieur Taïeba, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, je peux. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Okay, if Mr. Tayebre is not available. Simon, Mr. Tayebre is available and we can hear him. I couldn't hear him. Please, Mr. Tayebre, proceed. Monsieur Thank Taïeba, continuez s'il vous plaît. On y va. Merci. Bon après-midi à tous. Je m'appelle Maurice Taïeba du secrétariat de la communauté de l'Afrique de l'Est, une organisation régionale organisée pour les pays de l'Afrique de l'Est, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, Tanzanie. We can hear him. Okay, so it's only on my side. Yes, Paul, sorry, the facilitator. Je m'excuse. On my side. Apparemment, il y a problème de réseau de mon côté. Peut-être parce que tout le monde parvient à l'attendre, sauf vous, monsieur. Bon, je vais continuer parce que je n'ai que 5 minutes. Je ne vais pas faire toute la présentation parce que je réalise que si je faisais la présentation, je peux ne pas avoir la discipline appropriée pour garder la présentation dans 5 minutes, mais je vais juste partager le point de vue, le point saillant. Nous sommes le secrétariat de l'Organisation de l'Afrique de l'Est. Nous travaillons au niveau du secrétariat. Et je suis dans l'espace, dans le département des genres développement. Bien sûr, ça fait partie donc qui participe dans la réunion du Conseil des ministres, la jeunesse, le genre, protection sociale, les enfants et développement communautaire. Et bien sûr, la protection sociale sous le comité de l'Afrique de l'Est, je fais dans différentes dimensions. Il y a la composante de la sécurité sociale et aussi le travail. Et puis, donc, nous essayons de voir la protection sociale générale des personnes vulnérables, le niveau de vulnérabilité, comment est-ce que cela a à faire avec les différentes populations, groupes de population, et aussi les réponses appropriées pour trouver des solutions, mais aussi les programmes d'assistance. Notre travail majeur en tant que secrétaire, c'est pour voir qu'est-ce qui se passe avec les différents pays, donc au niveau du pays. Et puis donc, nous avons des différents engagements que nous faisons avec les différents États membres et partenaires. Particulièrement, nous travaillons avec le Conseil d'État sur la protection sociale et aussi le Conseil des ministres. Nous avons eu beaucoup d'approches on social protection. Sur la protection sociale, et sécurité. Nous avons le Conseil en train de gérer donc la sécurité dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Ça, c'est une direction qui a pris beaucoup de temps, bien sûr, depuis le 19e Conseil à l'année 2010. Alors, nous avions une décision qui existe depuis 2010 sur les bénéfices des sécurités sociales. Et cela a été bien malheureusement suivi. Cela a été peut-être malheureusement interrompu par multiples autres cas. Il est aussi question d'avoir les institutions des sociétés
avoir des harmonisations plutôt pour que les différentes approches dans le comité de l'Afrique de l'Est puissent être des réussites. Et aussi dans le département de la santé, il y avait aussi la discussion sur la redevabilité sociale, bien sûr avec l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est et les différents autres travaux de protection. Et ils ont conduit donc des études d'analyse fiscale avec donc la réalité sur le terrain, avec les investissements, le cadre des investissements et aussi les stratégies pour les travaux et aussi pour la santé au niveau universel, la sécurité de la santé au niveau secteur, au niveau universel. Selon l'article 49 du marché, du protocole de marché, il y a question du protocole. Nous avons aussi eu multiples discussions et partages avec des partenaires, avec nos différents collègues dans le continent africain. Nous travaillons très proche avec eux, particulièrement dans la réalisation de ces lois par rapport au plan d'action à l'OE, qu'il nous faut réaliser pour la protection enfantine. Et nous avons aussi travaillé dans les différentes stratégies pour la communauté de l'Afrique de l'Est pour bien élaborer la protection sociale dans l'aspect juridique programmatique selon l'agenda de la communauté de l'Afrique de l'Est. Il y a beaucoup de choses que je dois discuter dans 5 minutes, mais par rapport au COVID-19, avec le département de la santé, bien sûr, le COVID devient quelque chose qui a ouvert nos yeux sur comment, par exemple, les groupes vulnérables connaissent des défis par rapport à la vie, comment est-ce qu'ils vont répondre à Covid et les ressources allouées pour eux, comment mettre ensemble les ressources appropriées. Ça fait partie donc des défis que connaissent les travailleurs et prestataires de services de santé. Et il y a aussi des interventions qui dépendent bien sûr de subventions, qui dépendent de subventions. Il y a aussi le cas de stabilité sociale, surtout pour les travailleurs. Pour les pays qui ont connu d'arrondissement, surtout avec les couvre-feux, il y a une multiple dimension à considérer, n'est-ce pas, dans les systèmes de sécurité sociale. Et beaucoup n'étaient pas prêts à avoir une telle forme d'urgence. Et donc, dans le comité de l'Afrique de l'Est, nous avons donc un plan post-Covid qui a été développé pour généralement gérer les cas liés à la protection sociale et à la santé. Et dans notre secteur, il y a aussi eu un fonds pour la réponse urgente par rapport à COVID-19 vis-à-vis à la jeunesse et les enfants, les personnes vulnérables. Bien sûr, là, on travaille avec les ministres chargés de la protection sociale. Nous avons eu des guides. Nous avons voulu donc incorporer les différents cadres et ils nous ont guidés dorénavant. Qu'est-ce qu'il faut suivre pour commencer à appuyer. Comme ça, nous nous sommes organisés pour avoir la protection sociale, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas, pour faciliter donc cela auprès des personnes. Ça va rassurer donc la redevabilité dans la région de l'Afrique de l'Est par rapport à la réalité sur terrain. Il y a aussi question de 3 secteurs qui marchent dans le domaine de la protection sociale. Ça, c'est l'affaire sociale, le département des gens et le département de la santé. Et les ministres ont aussi observé et ont su que nous avons besoin d'avoir un peu d'amendement. C'était quelque chose qui projetait juste 10 ans, donc ça devait prendre fin à 2020. Il y a donc le groupe des personnes vulnérables, les personnes vivant avec handicap, ou peut-être les personnes affectées vivant avec le VIH. Alors, dans cet agenda, on essaie de nous mettre ensemble avec tous ces secteurs responsables pour avoir des réponses appropriées par rapport à la population vulnérable dans la région de l'Afrique de l'Est. Mes 5 minutes sont épuisées et je veux m'arrêter par là.
Et je vais continuer à suivre la présentation des autres, les présentations des autres. Je m'excuse, on n'a pas participé dans la première et deuxième webinaire, mais nous sommes vraiment privilégiés. Pour nous, c'est un privilège de participer ici et peut-être continuer à participer dans les restes des réunions à venir avec l'Union africaine et d'autres organisations, différents partenaires qui ont initié ce travail. Nous voulons travailler de pair avec vous. Merci beaucoup. Je n'ai pas fait la présentation vidéo parce que ça a affecté la qualité de mon Internet. Alors, je suis quand même content et j'espère que vous m'avez bien suivi, vous avez compris ma présentation. J'espère que nous aurons plus à partager ensemble. Merci. Merci beaucoup, M. Tayebois. Je m'excuse, mon réseau était un peu lent. Je ne vous ai pas suivi avant. Pour ne pas prendre beaucoup plus de temps, merci beaucoup de bien vouloir garder le temps, M. Tayebois. Allons à la liste. Voyons aussi le docteur Owusu Amankwa du Ghana. Est-ce que vous êtes là, monsieur le docteur? Docteur Amankwa, est-ce que vous êtes là? Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Madame Toya de Malawi. Est-ce qu'elle est en ligne? Yes, I'm online. Thank you very much. Thank you for the introduction. Please proceed. Thank you very much. Okay, I think I might also turn off my video if that's affecting my connection. But this is Bakwanja. Permettez-moi aussi d'éteindre ma vidéo parce que ça peut affecter la qualité de présentation. Je travaille avec le ministère de la Santé au Malawi. Je vais structurer mon 5 minutes par rapport à la protection et aussi je veux parler de l'aspect des genres. Le secteur de santé, notre mandat est d'assurer que chaque Malawite a accès aux services de santé selon leurs besoins, malgré leurs besoins. Et avec COVID, le COVID a ouvert notre yeux par rapport à certaines réalités. Nous l'avons traité comme toute autre maladie et donc chaque personne, chaque Malawite a droit aux médicaments. Alors, notre mandat en tant qu'économie, nous essayons donc de rassurer que le coût est donc réduit, les coûts directs ou indirects pour la santé est réduit pour toute la population chez nous au pays. Avec le premier vent de COVID, on n'avait pas vraiment assez à faire. On n'avait pas assez de cas comme le deuxième vent. Et nos systèmes de santé ont été vraiment surchargés. Mais avec ce cas, ce que le gouvernement a fait, c'était de mettre des unités dans les 4 villes. Mais après, c'était parti dans tous les districts pour pouvoir donc les services de santé gratuitement pour les personnes qui avaient donc le cas de COVID-19. Alors, dans l'espace de la protection sociale, nous avons rassuré que tout le monde qui avait besoin de santé, de services de santé, en avait eu dans toutes les composantes. Quand même, il y avait aussi des prestations de services de santé au niveau privé pour ceux qui pouvaient payer ça par rapport à la protection sociale pour le gouvernement. Cela inclut dans notre politique sociale nationale pour l'appui social et le programme. Ce programme, dans notre programme, nous avons 5 piliers. Il y a question de la Constitution et puis question de résilience et protection sociale et les différents liens et les systèmes de renforcement. Alors, avec ça, nous sommes en train de penser bien sûr les réponses possibles pour voir les cas tels que le COVID-19 et les corporations de la même dans les différents secteurs de la santé. Alors, je veux aussi partager un tout petit peu sur les interventions par rapport aux interventions au COVID-19, par exemple. Premièrement, c'était
c'était les interventions COVID-19 dans des villes. On a essayé donc de rassurer que, avec les lois qui ont été mises à pied pendant le temps spécifique, les couvre-feux, on a essayé donc de développer la résilience auprès de la population en leur donnant donc les transferts de fonds virtuellement, n'est-ce pas, avec plus de 100 et quelques millions, 1000 plutôt de bénéficiaires. On a aussi essayé donc de rassurer ceux qui ne sont pas dans ces programmes de transfert de fonds peuvent en bénéficier. Nous avons aussi bien sûr des programmes publics qui est en cours et nous voulons rassurer que ça doit être en cours pour le maintien de l'accès et rassurer que tout est à pied plutôt pour aider dans les efforts de la conservation de l'environnement. Et aussi, nous avons eu une école, des programmes qui a pourvu donc, on a eu le programme de distribution de repas et avec ça on a aussi partagé donc, on a distribué de l'argent aux parents pour aider les enfants pendant la pandémie. J'espère que je n'ai pas encore épuisé mes 5 minutes, mais je m'arrête là quand même. Merci beaucoup. Thank you very much, Ms. Toya. No, you were fairly within, Merci beaucoup. Vous avez bien fait, vous n'avez pas dépassé les 5 minutes. Merci beaucoup. Merci de vos efforts de partage. Et nous apprécions beaucoup votre présentation. Juste pour rappeler, chers participants, peut-être que je ne l'ai pas mentionné, je dois dire que nous faisons le nécessaire à aller vers la vision qui commence à s'élever, n'est-ce pas, dans les différents pays, parce que tous les pays sont allés confronter cette maladie. Et donc, si je ne l'ai pas mentionné, je vais juste vous rappeler que nous devons aussi mentionner quelque chose vers les visions qui émergent plutôt. Merci beaucoup, Madame Toya. Maintenant, Madame Sheila Runika, elle est spécialiste chargée de la protection enfantine. Madame Runika, Save the Children Nigeria, à vous la parole. Merci beaucoup, Simon, et merci beaucoup à tous. Je suis contente de vous rejoindre. Comme Simon l'a dit, je m'appelle Sheila Monica. Je suis spécialiste de protection infantile au Nigeria avec Save the Children. Je vais partager avec vous sur ce que nous avons pu faire par rapport à la protection sociale pour les enfants. So we have listened before to what some of the countries are already doing. En écoutant ce que les différents pays sont en train de faire, un certain nombre de développements qui sont faits au niveau régional à travers l'Union africaine. Alors, ma présentation va cibler un cas spécifique sur l'augmentation de l'investissement et le développement autour des enfants. Quand on parle des enfants, il y a multiples aspects que nous avons en tête quand on parle de ce que c'est un enfant et ce que c'est donc la protection enfantine. Dans la région sous-saharienne seulement, on a plus de la moitié de la jeunesse, des enfants plutôt. Alors la pauvreté, c'est vraiment est en train de s'accroître avec le COVID-19, à peu près 55 millions d'enfants qui vivaient dans la pauvreté, n'est-ce pas? Et maintenant, avant le COVID-19, maintenant avec COVID-19, nous sommes presque à 1 million d'enfants qui souffrent de la pauvreté. Dans la région de sous-saharienne, nous avons à peu près 35 millions d'enfants qui sont même dans ces dilemmes. Ça veut donc dire que nous avons vraiment un grand défi devant nous. Et maintenant, en addition avec ce défi, nous avons encore 25 millions de plus comme nombre additionnel enfantin. Alors, nous devons travailler avec les différents gouvernements comme partenaires.
On a parlé de la protection enfantine. La Convention des Nations Unies sur le droit des enfants, article 26, ça parle de droit de participer, le droit plutôt et bénéfice de la sécurité sociale. Article 27, ça parle des statuts des parties et reconnaître donc le droit à chaque enfant d'avoir accès à l'éducation adéquate et à la santé adéquate pour la croissance physique, mentale, spirituelle, morale et même socio-développement. Et c'est vraiment important de connaître ça au niveau national et international. Et dans certains pays, ils ont des législations autour de la protection sociale. Et même avec tout ça, tous les problèmes que nous avons dès le début des analyses et le boîte des bauges, ce n'est que 16% des programmes d'enfants, pas soit 16% d'enfants en Afrique. Si vous allez dans la région, ça devient plus grave même. Oui, c'est un peu dur quand nous devons aller dans des lieux où l'espace ne permet pas, là, qui est assez de sécurité sociale, avec le CV19, à peu près 7.6, saison 11 ciblée, donc ce qui a à faire avec les enfants et leurs familles. Ça veut donc démontrer qu'il y a un grand lacune que nous avons fait en termes de sécurité enfantine. Oui, on parle donc de la protection enfantine et puis quelle est la période de la vie où l'enfant peut avoir de bons investissements, peut avoir de bons revenus. Alors, nous devons savoir que la pauvreté infecte d'une manière irréversible donc la vie des enfants à travers l'économie et la sociale. Vous verrez que même dans la vie, il est dit que les enfants qui ont grandi dans la maison avec des manifestations, avec des réalités de pauvreté plutôt, n'ont pas vraiment développé de mentalité pour mieux vivre. Alors, il y a de grands intérêts quand on parle d'enfants, dans tout ce que nous sommes. Si nous nous mettons à défendre les enfants, l'intérêt dans l'avenir est vraiment important parce que les enfants, c'est bien l'avenir. Il y a aussi question de l'impact irréversible si nous n'investissons pas aux enfants. Si aujourd'hui l'enfant n'a pas le soin médical, si aujourd'hui l'enfant ne va pas à l'école, alors nous espérons que l'enfant aura une vie sombre. Nous devons donc rassurer que la trajectoire de la vie est vraiment claire pour nos enfants. Development. I think there's already a lot of arguments around health. There's a lot of arguments around education. Il y a beaucoup de discussions autour de la santé, services sociaux et beaucoup d'autres. Mais ça fait partie composante parce que si on construit une maison, même si on augmentait donc le remboursement de bois, les planches, etc. Alors ici, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut réduire l'économie juridique. La sécurité sociale facilite donc à comprendre mieux les cas et ça nous aide à comprendre les enfants de tel âge, nous serons mieux de savoir où ils sont, quel type de services il faut leur donner. Alors, quels sont les services à attribuer aux enfants, la santé, l'éducation. Et bien sûr, il y a très peu d'investissement dans le domaine de la sécurité enfantine. C'est pourquoi on essaie de voir. On essaie de travailler avec les différents secteurs tels que la santé et l'éducation pour avoir des productions mûres. Il y a aussi, qu'est-ce que nous appelons plutôt la protection sociale, la sensibilité plutôt que la protection sociale des enfants. Ça veut dire que c'est un programme que nous faisons avec l'accent visant la campagne visant l'enfant ou les enfants, avec les interventions sociales. Donc, on peut avoir beaucoup d'intérêt pour les enfants. On a vu des différentes preuves, des différentes réalités de tout ce que nous avons pu avoir. On peut avoir de grands impacts, ça peut avoir de grands impacts dans la vie d'enfants. C'est ce qu'on appelle sensibilité. Ces programmes sont mis en œuvre peut-être comment est-ce qu'ils bénéficient, comment ça va bénéficier les enfants. On a aussi vu des preuves. Des fois, selon comment les choses sont faites,
comment les choses sont faites, ils peuvent avoir d'impact sur les enfants. Et quand on parle de programmes qui ciblent les enfants, des programmes qui sont sensibles aux réalités des enfants, et ce sont des réalités au niveau des pays, des différents dévouements avec l'UA et autres, ça devient vraiment sensible, les résultats, quel que soit son résultat. Tant que ça affecte les enfants, on doit être sensible là-dessus. Nous pouvons bien voir que le droit à la protection sociale est vraiment clair, surtout pour les enfants dans le protocole des enfants et les droits à la nationalité et sécurité sociale. L'article 3 dit que chaque citoyen a droit à la protection sociale. Et au-delà, nous avons l'article 11 qui parle des différents partis, rassurer la protection sociale, les programmes qui sont sensibles aux besoins d'enfants et contribuent donc à la réalisation des droits enfantins dans les différents aspects inclus nationalité, enregistrement et beaucoup d'autres choses. Nous avons tout ça, mais il y a question des actions à entreprendre pour que ces actions puissent être réelles. Maintenant, avec Covid, nous voyons beaucoup d'enfants qui deviennent vulnérables et pauvres. Il est vraiment important pour les différents pays de considérer certaines de ces mesures pour voir combien sensible cela est et comment est-ce qu'ils répondent aux cas vulnérables que font face les enfants. Ce sont certaines des expériences et travaux qui sont faits au niveau de Save the Children. Nous appelons aux donateurs de différents partenaires de gouvernement même de considérer la couverture de société, de couverture sociale pour les enfants. C'est vraiment important. 10 à 15%, 16%, c'est encore bas. Nous devons faire notre meilleur pour croître, développer nos PIB pour ça, n'est-ce pas? C'est vraiment important que le gouvernement puisse prioriser les investissements dans la vie des enfants. On aura plus d'espace fiscal vers la protection sociale. Ne fût-ce qu'à mettre à côté, ne fût-ce que 1% de leur PIB, commençons par là, n'est-ce pas? Ça sera une chose de bien. Et avec la couverture universelle, il y a donc les gouvernements et les partenaires doivent rassurer que les programmes sont à court et les activités se passent comme il se doit. Avec l'intérêt enfantine, les bénéfices, c'est comme une espace. Avec le transfert de revenus et les prestataires de services de la grossesse jusqu'à la naissance. Là, on parle bien sûr d'un bon nombre des enfants. Il y a multiples manières d'atteindre ces bénéfices universels enfantins. Pour des pays qui n'ont pas ça, ils peuvent commencer déjà avec le niveau bas, bien sûr. Where we see the highest deprivation, so some form of geographical targeting. These are all options. Ailleurs, le gouvernement a des bénéfices qui donnent aux enfants de 0 à 2 ans, etc., etc. Des fois, des jeunes ici et là, il y en a beaucoup, mais il y a de différentes manières. Le gouvernement peut faire des interventions. Pour des pays qui ont déjà des programmes, ce qu'il faut faire, c'est de voir la couverture. Où sont les grandes lacunes? Qu'est-ce qui est plus important? Et au-delà, quels sont les intérêts qui sont alloués? Quel est le taux d'inflation avec ces différents défis qui affectent ces intérêts et bénéfices? Il y a multiples choses à considérer par rapport aux bénéfices enfantins. Alors, il nous faut commencer maintenant, commencer le plus tôt possible, dépendamment de ce qui est prévu par les différents gouvernements, mais avec l'idée donc de rendre ça quelque chose universel. Alors, la chose importante par rapport aux réponses choc des services dirigés par le gouvernement, comme ça couvre une grande partie de la population, à peu près 60 à 80% des maisons, surtout des maisons à un niveau bas de rendement. Les enfants sont toujours dans ces maisons, n'est-ce pas, en train de mettre en œuvre les bénéfices de protection à enfants. Vous verrez donc, on va aider donc les maisons en réponse de choc de la protection infantine, la protection infantile.
Et maintenant, les investissements vont dans le gouvernement et au lieu d'aller dans la protection sociale. Programs in Africa that are being implemented, focused on children in the Voici country. quelques programmes qui sont en Afrique. Dans le pays où je travaille, le Nigeria, nous avons beaucoup d'États qui sont en train de mettre en œuvre cela, par exemple à Chicago, à Yoruba State. Le gouvernement est en train de donner des frais aux enfants pour réduire la malnutrition. Un programme pareil en Mozambique, en Angola, au Kenya et ailleurs. Les gouvernements dans les différentes régions sont en train de prendre donc les initiatives appropriées. Et pour les gouvernements qui n'ont pas encore commencé, pour commencer, parce qu'à la fin des temps, les enfants sont le plus grand sont à grand nombre. Alors, avec ces COVID-19, nous devons être prudents et rassurer que les enfants sont bien protégés. Avec COVID-19, nous devons savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre cela. Alors, on a besoin de partenariats avec les différents gouvernements, les différentes institutions. Nous voulons faire des programmes pilotes, pouvoir d'appui pour la mise en œuvre de projets fiscaux, protection enfantin, la mise en œuvre des interventions, le développement, les analyses des travaux, le coût approprié pour les besoins, et puis les politiques de développement, la redevabilité, renforcement des capacités, et même les systèmes de renforcement, promotion de travaux. Nous travaillons avec Burkina Faso, Mali, le Kenya, Malawi, Soudan et la Zambie. Madame, je m'excuse. Je pense que le temps ne permet pas. Veuillez finir maintenant. Oui, c'est juste la toute dernière diapositive. Merci beaucoup. Alors, pour finir, je veux dire ceci. Ce qui est vraiment très important comme message clé pour nous, la pauvreté enfantine a de l'impact à long terme. Ça peut détruire la vie de l'enfant et ça fera donc le transfert intergénérationnel donc de la pauvreté. Nous devons donc trouver des outils possibles pour détruire la pauvreté enfantine. Comme ça, à la fin du temps, les investissements que nous faisons dans la vie des enfants, ce sont des investissements en termes d'économie humaine. Alors, nous devons rassurer qu'il y ait assez d'argent qui est investi pour l'intérêt dans l'avenir. Et ça, c'est investir aux enfants. Et ce que je voulais faire, c'est que chaque gouvernement puisse améliorer tout ce qu'ils font par rapport aux actions vers l'amélioration du mode de vie des enfants. Comment est-ce que ça peut être plus attractif? Nous devons mettre les efforts là où il faut et faire au plus large espace le plus que possible. Bien sûr, il y a beaucoup de pays qui sont en train de faire ça plutôt. Ça, c'est une opportunité pour nous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Sheila, pour votre présentation. Je pense qu'à la séance questions-réponses, vous verrez des questions pilotes qui vous seront adressées de la part de certains participants. Et ils vont bénéficier bien sûr de vos réponses, n'est-ce pas? Et bien sûr, la prédictabilité de programmes qui prennent soin des enfants n'est pas en doute, n'est pas mise en cause. Alors, laissez-moi dire ça avant qu'on ne continue. À l'espace de questions-réponses. Merci beaucoup, Sheila. Next presenter, which is Dr. Pam Bamu. Dr. Pam Bamu, coordinateur régional pour l'Afrique dans l'organisation appelée les femmes dans l'organisation informelle, globalisée et formalisée. Globalizing Je pense que ça devait être l'organisation globale de l'organisation des femmes dans le secteur informel. Madame Bamou, à vous la parole. Thank you very much, Mr. Nongo. Good morning, everyone. Pamidza is my name. Merci beaucoup, Pamidza. Je m'appelle Pamidza. Je vais présenter un tout petit peu sur comment faire, comment rendre l'aspect de la sécurité sociale une réalité dans nos différents pays africains. En point de vue général, nous parlons beaucoup de politique, mais il est très difficile de les mettre en œuvre, n'est-ce pas, quand on parle de politique.
Qu'avons-nous appris des différentes décisions qui sont prises? Quels sont les défis? Et je vais brièvement parler sur l'espace du protocole plutôt, de l'espace de la sécurité sociale. Nous parlons de Malawi, n'est-ce pas? Une décision qui est venue de Malawi avec la provision de recognize the rights to social couvre-feu. Alors, il y a eu donc l'espace de couvre-feu qui a eu lieu dans le pays et donc une des considérations, c'était qu'on avait besoin de la sécurité sociale et le défi de valider donc le couvre-feu. Et à Malawi, donc, cela inclut même les travaux personnels. En Ouganda aussi, on a eu des cas pareils. Les gens se sont dit que le gouvernement a échoué de suivre, de donner les guides appropriés pour l'alimentation et autres. Le droit à l'aliment, par exemple. L'autre, c'est dans mon pays, le Zimbabwe, où un monsieur appelé M. Mapuka disait que il n'a pas eu l'aide qu'il en avait besoin quand même il a fait la demande. Alors le gouvernement devait penser comment résoudre ça. Comme ça, les personnes comme lui peuvent trouver des solutions dans ce problème actuel. Et sur ça, la Cour a dit que l'espace et les mesures de sécurité sociale telles que sont individuelles. Et puis notre discussion, notre cas, c'est de l'Afrique du Sud. Et ça a impliqué le centre où il y a eu des travailleurs et quelques-uns d'entre eux qui venaient de Zimbabwe et d'autres pays, par exemple. Les étrangers qui ont été privés de droit d'avoir le produit pour le relève donc de COVID. Et bien sûr, la Cour disait que non, de telles personnes ont droit à cela, n'est-ce pas? Et nous avons eu un autre cas qui n'avait pas affaire avec COVID, mais quand même, il y avait l'exclusion des travailleurs domestiques dans les systèmes de compensation. Et l'Union a basé ses arguments sur la dignité. Et là, la Cour a dit qu'exclure les travailleurs domestiques n'était pas quelque chose de constitutionnel. Qu'avons-nous appris de ces décisions? Nous parlons beaucoup sur les politiques, mais très souvent, nous ne pensons pas sur comment mettre en œuvre ces politiques, ces droits. Leur mise en œuvre sont vraiment importants. Et ces discussions, ces partages vont nous aider à nous pointer, à reconnaître donc la protection sociale étant qu'un droit et puis développer la croissance de la reconnaissance de cette réalité au niveau régional, international en tant qu'une obligation pour pouvoir la protection sociale. Il y a aussi question de reconnaître donc comme un point dans la Constitution qui exprime la reconnaissance explicite de droits. La protection sociale comme un droit. Et nous avons vu ça en Malawi, quand ils ont tiré certains des principales pour l'interprétation, pour inclure le droit de la protection sociale. Et la reconnaissance, c'est que tout le monde a besoin de la protection sociale. Il y a la reconnaissance, les autres étaient exclus et la plupart de ces cas, sauf le cas de Macham en Afrique du Sud, ont affaire avec la crise de COVID-19. Mais ces droits et obligations sont appliqués, sont les mêmes, n'est-ce pas? Alors, la question, où sont les droits? Parce que les choses ne sont pas toujours, il faut toujours voir, est-ce qu'il y a l'espace de transformer ces défis? Les gens dans les circonstances ont perdu donc l'inclusion, des fois la protection sociale, l'assurance, même le membre, même, on ne peut même pas aux travailleurs d'avoir l'espace comme membre, certaines catégories telles que
les travailleurs domestiques sont exclus. Alors, l'exclusion des différentes catégories de travailleurs, c'est la violation de la loi par rapport à la protection sociale, la qualité et la dignité. Et un autre cas a à faire avec l'échec d'adapter à la réalité par rapport à la participation des travailleurs informels dans cet espace et ne pas reconnaître les lois. Est-ce que ce n'est pas possible? Oui, je pense qu'on peut, on peut avoir des tiraillements passer par là. Mais il faut passer nous devons penser plutôt à comment est-ce qu'on peut faciliter la participation par rapport aux prérequis d'enregistrement, le paiement, le gouvernement et d'autres parties, n'est-ce pas? Alors, le défi peut être quand de telles inclusions imposent des coûts au gouvernement. Il y a aussi les vendeurs dans les rues au Ghana et les systèmes de protection sociale. Malheureusement, souvent, les travailleurs ne sont pas orientés comme il se doit. Alors, des fois, ils sont très riches ou très pauvres de bénéficier. Alors, ils ont besoin de certaines formes d'aide. Quelqu'un peut dire que le droit à la protection sociale est appliqué pour tout le monde. Mais ça peut être l'espace pour dire que les gouvernements doivent donc augmenter l'enregistrement. On a besoin d'augmenter donc l'espace pour l'entrée à cela et changer les intérêts sociaux pour qu'il y ait donc la couverture à l'eau. Et comme je l'ai dit avant, ces droits socio-économiques sont cadrés dans des situations spécifiques. Et c'est un espace pour que les gouvernements puissent dire qu'ils n'ont pas assez de ressources. Et dans beaucoup de cas, les cours. Alors, on essaie de penser sur comment est-ce qu'on peut donc élargir, comment est-ce qu'on peut faciliter les choses. Si les coûts étaient considérés, est-ce qu'on allait rejeter certaines choses? Je ne dis pas. Alors, je pense qu'on doit avoir de moyens à payer. Quelqu'un aussi peut dire qu'il y a question de débat autour de consentement au niveau de cours. Des fois, les cours n'ont pas la capacité de faire donc des travaux comme ça, mais on a aussi vu ça en Ouganda. Des fois, les gens souffrent sans qu'il y ait des interrogations possibles. Ça, c'est un instrument utile parce que la protection sociale est un outil avec la catégorie de certaines personnes, les femmes, les enfants. Ça, c'est un instrument qui nous met ensemble. Et certaines choses ici, dans les travaux, dans les discussions, dans la mise en œuvre, ça parle de l'inclusion, mais aussi l'adaptation. Dire seulement qu'ils sont permis, ce n'est pas suffisant. Il y a multiples suggestions. Comment le faire? On parle aussi de protection minimale plutôt et des références spécifiques aux femmes dans le monde informel. D'autres cas aussi par rapport à l'accès au marché, protection des secteurs, de travail dans le domaine. Il y a question de reconnaître les travailleurs, les travaux payés dans le secteur informel. C'est juste une petite espace, jusqu'à peu près seulement 25% dans la plupart des pays africains. Et si on essaie de voir le secteur informel, par exemple, 52% sont donc hors. Ils sont dans le secteur informel. La majorité sont employés. Like domestic workers. So there is an urgent need. Et les restes ne sont pas protégés.
Alors, il y a donc besoin de rassurer que la protection sociale est une couverture dans le monde économique. Et nous avons eu certains développements comme résultat de COVID avec certains pays. In On a response réalisé to le COVID. besoin de changer les systèmes et de répondre spécifiquement au COVID. Et beaucoup ne seront pas donc alignés à la loi et qu'est-ce qu'il faut, quels sont les changements qu'il faut. Alors, pour les organisations informelles, la participation est vraiment importante. En tant que syndicat, il faut aussi penser à faire les plaidoyers, faciliter la présentation des travailleurs informels. Les gouvernements doivent augmenter donc l'espace des sociétés civiles. Les sociétés civiles doivent aussi faciliter donc la visibilité de ces mêmes groupes pour qu'il y ait alignement. Les personnes comme moi, Laurent et les autres, nous devons être en mesure d'identifier les lacunes pour qu'il y ait alignement. Merci beaucoup, je m'arrête par là. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette présentation vraiment intéressante. C'était intéressant quand je lisais les recommandations. Nous avons bien sûr les éléments de la vision, les visions plutôt, qui vont nous assister avec les potentialités, les difficultés, avec des cas similaires tels que COVID-19. Merci beaucoup, Dr. Obama. To the next presenter. Allons sur le présentateur suivant. Ça, c'est Madame Caro Agongo, de HelpAge International. May you proceed? À vous la parole. That our time is becoming rather limited. Thank you very much. Notre temps est de plus en plus raccourci plutôt. Simon, with your permission, Merci beaucoup, Monsieur Simon. split my time with Dr. Rita, who Je veux partager mon temps avec Dr. Rita. so I will speak to 2 issues only. So Alors, je vais juste mentionner 2 cas. able to use the remaining part of my Elle va donc utiliser le reste du temps qui m'est alloué. has been said about Je the pense que beaucoup est déjà dit par rapport aux conséquences de manque de la protection sociale. Et je voudrais nous suggérer que nous devons changer vers travailler, voir quelles sont les causes. Quelle est la corrélation? Quelles sont les vulnérabilités et les qualités? Quelles sont certaines des recommandations qui sont faites? 1, nous devons commencer donc à penser sur la protection sociale d'une perspective structurelle, voir comment est-ce qu'on peut alléger la protection sociale et les différents angles que ça peut prendre pour pouvoir les travaux. Nous devons chercher d'abord les causes de la marginalisation, de la pauvreté et autres. Et je voudrais suggérer que nous puissions avoir les actions entre ce que nous avons dans l'espace de l'Afrique, de la Commission de l'Afrique, de la Commission de l'Union africaine, comme les logiciels. Les logiciels et les produits, on a affaire avec la gouvernance. Voyons par exemple les cas liés à l'investissement, les systèmes en place, les cas liés à la pauvreté, par exemple. La gouvernance, la mauvaise gouvernance, c'est ce qui réduit l'Afrique. Et ça affecte même notre travaux. Il y a question de changement climatique et le conflit qui sont donc automatiques par rapport aux problèmes de la protection sociale. Si on essaie de voir, pas seulement au niveau des réponses, mais aussi en termes de gestion et prévention, comme ça, on peut voir la protection sociale. Et ma sœur de Nigeria a bien parlé sur les cas des enfants et l'éducation. Moi, je parle de l'autre côté.
les gens qui ont souffert des conséquences de la négligence de la sécurité sociale. Nous devons les considérer d'une manière bien structurée pour que l'enfant, que notre sœur en a parlé, ne puisse pas se retrouver dans des cas de conséquences pendant sa croissance. Et troisième chose, il nous faut aussi considérer la culture, rentrer dans les cultures qui préservent les communautés. Quand on parle des négociations de contrats, le trump card que le gouvernement joue, c'est la culture. Mais pourquoi nous ne touchons pas à ça pour parler de la protection sociale? Et finalement, regardons un peu les données qui émergent avec les engagements qu'on a parlé là-dessus. Par rapport à la protection sociale, les conducteurs de vulnérabilité, autres, mauvaise gestion, dirige vers la pauvreté. Je vais mettre fin à ma présentation ici, mais je vais toujours partager avec vous les travaux, mais je vais donner à Dr. Rita un peu d'opportunité pour nous partager par rapport à notre situation quand on parle de la protection sociale. Merci beaucoup, Caro. Merci beaucoup, Caro. J'apprécie aussi que vous avez gardé votre promesse. Vous êtes fidèle à votre promesse de donner à Dr. Rita un peu de temps pour faire sa présentation. Vous êtes la bienvenue, Dr. Rita plutôt. Merci beaucoup, Carole, de ce temps que vous m'avez accordé. Bien sûr, on a connu beaucoup de progrès et les choses ont commencé à 2008. Nous avons fait beaucoup de travaux inclus le développement de transfert de fonds. On appelle ça LEAP. C'est donc un plan qui combat la pauvreté. Depuis 2008 jusqu'à 48 maisons à 2008. Maintenant, nous avons 334 000 maisons, qui signifie donc 1,5 million de personnes. Nous avons aussi le programme de nutrition des écoles au Ghana. Ici, nous voulons nourrir les enfants qui sont dans le lieu aride. Là, nous avons plus de 40 000 enfants qui sont nourris chaque jour. Quand les écoles sont en cours, nous avons aussi les programmes de la santé où, bien sûr, nous enrôlons les gens gratuitement. Et si vous êtes bénéficiaire, vous allez bénéficier donc de cette assurance. Nous avons le fonds d'adaptation, donc c'est gratuit au Ghana. Et KG, au Ghana, par exemple, de KG donc de l'école primaire jusqu'à secondaire, c'est gratuit. Alors, tout le monde a accès à l'éducation gratuite. Et il y a 5 programmes que Ghana est en train de mettre en œuvre. Cela a facilité donc la croissance de la politique. Nous sommes en train de mettre en œuvre la politique. Et ça, c'est pour améliorer la coordination de programmes au pays et à travers ça, renforcer les systèmes. Nous voulons mettre en place des systèmes qui vont nous permettre de coordonner les activités d'une manière très durable. Nous avons donc les registres au Ghana qui essaient de faire un registre des personnes vulnérables. Nous avons fait ça au nord et nous sommes en train de
de lentement mais sûrement aller vers l'espace de registre national du Ghana. Il y a aussi l'espace, il y a aussi les systèmes de gestion, évaluation, et nous voulons mettre en œuvre, bien sûr, les systèmes pour avoir les mécanismes de politique ensemble et aussi pour les communications avec les clients et les différentes parties prenantes. Nous avons aussi mis ensemble des systèmes unifiés. Ça, c'est un système basé sur le web qui essaie de connecter les différents programmes qui sont mentionnés, et aussi améliorer les cas d'études pour réduire la corruption que nous pouvons identifier. Comme ça, partout où vous êtes dans le pays, nous avons les centres clés où vous pouvez appeler n'importe qui dans le pays et où vous allez partager donc vos doléances. Il y a aussi question de la durée pour assurer que vous avez des réponses à vos questions. Nous sommes en train de mettre à pied des systèmes et ces systèmes sont avancés, ils sont en œuvre. Des fois, ça nous aide. Nous sommes en train de finir un billet de loi de la protection sociale. Bien sûr, bientôt, le Parlement va prendre ça pour la considération. Ça va nous donner donc l'appui juridique dans les travaux. J'ai déjà mentionné qu'au niveau secondaire, c'est déjà introduit depuis 2017 et ça donne assez d'opportunités aux personnes qui auparavant n'avaient pas accès à l'éducation secondaire. Nous avons aussi le soin enfantin. Si une mère enceinte peut avoir accès aux services de santé gratuitement, ça fait partie donc des systèmes que nous avons mis à pied dans le pays. Et ça nous aide donc à atteindre beaucoup de personnes. Laissez-moi mentionner que nous avons un défi majeur, c'est la durabilité financière. Pendant des années, on a connu beaucoup de déclins d'appui financier, mais nous avons aussi l'appui des différents agents de subventions tels que la Banque mondiale, l'Organisation mondiale l'Organisation mondiale de repas et autres, d'alimentation plutôt, la PAM, et donc beaucoup d'autres organisations. On essaie de voir comment on peut réduire l'appui. Et ça devient un défi. Il y a donc l'analyse des lacunes fiscales. Qu'avons-nous besoin? Que devons-nous faire pour atteindre l'espace pour tout le pays? Les travaux sont faits, les informations sont partagées au niveau élevé avec les personnes très élevées dans le pays, à discuter cela, rassurer qu'ils comprennent la situation pour qu'ils nous appuient pour les travaux vers la protection sociale. Beaucoup de travaux sont faits, sans oublier l'espace des genres. Nous devons rassurer que tous ces programmes sont sensibles par rapport au cas des genres, parce qu'il y a des cibles de 60% des femmes bénéficient, n'est-ce pas? Et ce sont elles qui bénéficient. Alors, nous sommes en train de travailler ensemble pour rassurer que nous puissions atteindre un plus grand nombre de personnes que possible. Alors, considérant les temps, Caron, je vais finir ici, s'il vous plaît. Et on peut toujours revenir, répondre s'il y aurait des questions. Merci beaucoup, Dr. Rita, pour bien vouloir considérer le temps
dans votre partage. Merci beaucoup de ces bons partages et surtout d'observer le temps. Nous sommes un peu en retard, c'est pourquoi je vais aller un peu vite. Permettez-moi d'appeler Signor Sergio Falange, le directeur exécutif de la plateforme de protection. Monsieur Falange, à vous la parole. Merci Simon. Bon après-midi à tous. Je vais aller juste au point. Je vais garder les 5 minutes. Je vais partager ma présentation. Je m'appelle Orange, comme on a dit. Je suis dans la plateforme de services au Mozambique. Je vais aller directement sur le point, parler sur les travaux liés à la protection sociale en Afrique. Je vais parler de travaux et nous allons partager ensemble. Premièrement, c'est le monde politique et la coordination sectorielle. C'est vraiment important de comprendre les stratégies par rapport aux besoins. En termes de politique et puis d'approche multisectorielle. La deuxième priorité, c'est en termes de dimension régionale. C'est vraiment important d'avoir ces travaux, comprendre, et aussi nous devons avoir ça traduit plutôt vers des réalités dans le domaine de la sécurité sociale. Il y a la question de l'adaptation de programmes et avoir plus de réponses durables. Troisièmement, c'est le fonds pour l'assistance de ces services et surtout le dévouement pour appuyer les partenariats selon les travaux avec la population spécifique. Et quels sont les appuis possibles pour appuyer ces travaux dans ces efforts? Le rôle fondamental de la société civile doit être le moteur de changement. Et c'est très important de comprendre et de voir qu'est-ce qu'il faut pour le changement. Avec la pandémie de COVID-19, les choses ont changé dans notre société, le rôle fondamental de la société. Il faut voir comment équilibrer les choses avec l'inclusion sociale, le capital et le bien-être. Alors, suivant donc COVID-19, qu'est-ce qu'il faut pour garantir des politiques et cohésion et les moyens appropriés dans les sociétés et avoir des moyens intégraux par rapport à la mise en œuvre de politiques. Quelles sont les solutions qu'il faut pour améliorer la vie des personnes? Donc, des politiques effectives pour la cohésion et avoir d'implications importantes dans la vie des personnes. Quelles sont les bases des droits de l'homme d'une manière holistique pour être intégrées dans les approches? Et puis les solutions plutôt appropriées. Qu'est-ce qu'il faut par rapport aux efforts, par rapport à la société, à la protection sociale? Avec ces crises de COVID-19, il y a donc besoin d'avoir des partages au niveau public pour avoir des stratégies allouées. Cela étant dit, quelles seraient donc des sociétés démocratiques, la participation des sociétés civiles dans ce processus? C'est vraiment très important. Sergio, s'il vous plaît, le secrétariat.
Le secrétariat me dit que nous sommes en retard. Thank you very much. Je suis à la fin, s'il vous plaît, je suis à la fin. In terms of resource, Il est temps donc d'équiper maintenant les gens to collaborate with community and policymakers to solve a long-standing challenge of social protection. So the pandemic has exposed. Alors, la pandémie a exposé beaucoup d'inégalités dans le monde, des choses liées à la discrimination et accès aux services. Ça continue à jouer un rôle important. Nous avons continué à jouer des rôles importants, même avec COVID-19, pour donc entreprendre les activités de protection, promotion des droits de l'homme, mettre en œuvre, soit avoir de suivi, évaluation des différents changements de politique pour que les gouvernements puissent mettre en œuvre ces services. Je pense que le reste, je vais partager je vais partager avec les collègues. Mais c'est ce que je voudrais partager. Quels seraient les efforts pour la protection sociale? Merci. Merci beaucoup, Sergio. Ça, c'était une bonne présentation avec beaucoup d'éléments par rapport à la vision. Merci beaucoup. Now, for the Q&A, very quickly, I hope the Secretariat will allow us to go into the Q&A session. May I hand over to Dr. Laura Alphas to moderate on this section. Again, very briefly, because we are short of Simon, time. there's no time for Q&A. Oh, no time for Q&A. There won't be any time. Okay, now can I then ask le secrétariat va nous permettre. Hello, Secretariat. On a le temps. Hello. Are we completely closed? Est-ce qu'on a fini? Allô? Je pense que vous pouvez clore parce que nous sommes déjà en retard. Alors, nous sommes forcés de prendre fin selon le temps. The documents that are not available, including the Q&A and also other summaries that we're expecting. Thank you very much. It was a productive session, only apart from the problem of time. Thank you. Bye-bye. Séance questions-réponses et d'autres résumés